Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace et 100% régionale avec du lifestyle. On retrouvera Vera dans quelques instants et ses invités Sorna et Guillaume. Ils ouvrent un resto Hey Mama à Strasbourg. Avec Delphine Vespizer, vous rencontrerez un fan d'Elvis Presley alsacien. Et oui, ça existe. Focus sur le Forum européen de bioéthique, c'est toute la semaine à Strasbourg. Nous serons avec Catherine Rongière, notre invitée ce soir de la rédaction. Et Phil Umtenstock, dessinateur de presse, expose au Tanzmatten des dessins consacrés au groupe Ange et bien sûr d'autres dessins comme celui-ci, excellent sur Charlie. Juste avant, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, c'est la grosse surprise de cette campagne des municipales à Strasbourg. Mathieu Kahn, candidat du Parti socialiste, s'est mis en retrait au profit de Catherine Trottmann. 400 postes à pourvoir à Europa Park jusqu'à vendredi. Le parc allemand organise 3 jours de recrutement et attire de nombreux candidats alsaciens. Et puis nous irons au Parlement européen où 77 lycéens français et allemands se sont mis dans la peau d'eurodéputés le temps d'une journée. Et donc, c'est la surprise de ce début de campagne des municipales à Strasbourg. Mathieu Kahn, candidat du Parti socialiste, s'est mis en retrait au profit de Catherine Trottmann, qui devient donc la nouvelle tête de liste du Parti socialiste. Lors d'une conférence de presse en début d'après-midi, Mathieu Kahn est revenu sur les motifs de sa décision. Le procès pour harcèlement sexuel de l'ancien directeur de la Maison des associations se tiendra entre les 2 tours des municipales. Or, Mathieu Kahn était président de la structure à l'époque des faits. S'il n'est pas directement concerné, il craint que cela puisse porter préjudice à la liste et veut un procès équitable et serein pour les victimes. On l'écoute. Je ne suis pas mis en cause dans ce procès, mais j'en suis partie prenante en tant que président au moment des faits. Je sais que je pourrais aujourd'hui, dans cette affaire, être l'objet d'attaques personnelles. Les conditions ne sont donc pour moi plus réunies pour que je puisse continuer à mener notre liste. Jusque-là, numéro 2 sur la liste, c'est donc Catherine Trottmann, ancienne maire de Strasbourg et ancienne ministre de la Culture du gouvernement Jospin, qui prend désormais les rênes de la campagne. On l'écoute. S'il y a confusion entre la polémique politique et un procès qui doit être juste pour toutes les parties, et en particulier pour les plaignantes, pour les femmes qui sont concernées, ce serait vraiment dommageable. Et en même temps, que Mathieu Kahn n'ait pas les moyens de sa défense, si jamais il est attaqué, eh bien ça serait aussi dommageable. Et donc c'est une décision que nous avons prise ensemble et que nous assumons ensemble. Je n'ai rien à prouver. La vie politique, je l'ai vécue sous tous ses angles, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Et modestement, je pense que je peux apporter mon expérience pour cette ville et pour répondre aux besoins de repères et aux besoins de clarté pour l'avenir. Le reste des noms de la liste devrait être dévoilé dans la semaine. Et dans le cadre de ces élections municipales, nous vous présentons depuis la semaine dernière les candidats à Strasbourg, des portraits que vous pouvez revoir sur notre site internet. Ainsi, après la liste menée par Alain Fontanel pour La République En Marche, Strasbourg en commun de Kevin Loquet, Jean-Philippe Vetter pour Les Républicains et Strasbourg écologiste et citoyenne de Jeanne Barséguian, c'est ce soir Ombeline du Parc et sa liste Rassemblement pour Strasbourg, Adrien Laby. Ombeline du Parc, 44 ans. Tête de liste Rassemblement pour Strasbourg. Investie par le Rassemblement national, elle va tenter de transformer les bons scores du parti aux scrutins nationaux en victoire au municipal. Voici son projet pour Strasbourg. Notre projet pour Strasbourg, c'est que Strasbourg redevienne une ville où il fait bon vivre et que les habitants de Strasbourg soient à nouveau fiers d'être strasbourgeois. Alors ça passe par différentes choses. La première chose, c'est le rétablissement de la sécurité à Strasbourg. Strasbourg ne doit plus être la capitale des voitures brûlées.
Ça passe également par le reverdissement de Strasbourg, qui est un outil important de lutte contre la pollution et les îlots de chaleur, mais aussi par la cessation de la bétonisation à outrance. Et puis évidemment, nous rétablirons des mesures qui permettent de protéger nos commerces locaux, notamment dans le centre-ville, les protéger de la fast-foodisation, de la doner-kebabisation et puis de l'implantation massive de grandes chaînes. Côté sécurité, la liste bleu marine souhaite augmenter les effectifs de la police municipale, renforcer son équipement et mieux la coordonner avec la police nationale. Ombeline du Parc plaide également pour un durcissement des réponses pénales à la délinquance, notamment par la suppression des prestations sociales aux familles d'auteurs d'infractions. Côté urbanisme, rendez-vous était donné au Neudorf, un quartier symbolique pour la candidate du Rassemblement national. Le Neudorf est absolument emblématique de la politique du béton qui a été menée jusqu'à présent par la municipalité socialo-écolo En Marche pendant les 12 dernières années. Et ici, justement, nous avons un joli jardin de 900 mètres carrés qui va être rasé pour qu'il soit construit un immeuble. Et nous trouvons ça particulièrement dommage. Il aurait pu être transformé en jardin pédagogique pour les enfants ou bien en potager commun pour les habitants du quartier. Au programme de ce début de campagne, rencontre avec les Strasbourgeois. Les Stammtisch seront organisés dans les différents quartiers de la ville. Jusqu'au 7 février, Europa Park organise des journées de recrutement. 400 postes sont à pourvoir dans la restauration, la vente ou la gestion d'attractions. Les Français représentent déjà 20% des 4400 employés du parc. Et à Roulantica, c'est même la moitié. Cécile Motz. Plusieurs Alsaciens se pressaient ce matin à Europa Park, mais pas pour monter à bord du Silver Star. Aujourd'hui, il s'agit de décrocher un emploi. Parmi les candidats, il y a Gabriel, 57 ans. Après un licenciement économique, puis des emplois de courte durée, c'est avec l'espoir de signer un contrat qu'elle prépare son entretien. Aujourd'hui, je postule pour un emploi de vendeuse dans un shop, dans un des hôtels, très certainement à Europa Park. Donc je vais avoir un entretien tout à l'heure. Et comme c'est mon métier et que je pratique, que j'ai quand même de bonnes connaissances en anglais et un peu des notions en italien. Mais ce qui prime ici, c'est l'allemand, souvent un obstacle pour les candidats. Ich bewerbe für eine Arbeit als Verkäuferin. Okay. Haben Sie schon mal im Bereich Verkauf gearbeitet? Ja, in Frankreich. Lara, 26 ans, souhaite elle aussi tenter sa chance. Le recruteur a été très gentil. Je me suis présentée en allemand un petit peu et après ça s'est passé en français. C'est vrai qu'en réception, ils demandent quand même un niveau très élevé en allemand, alors que pour l'instant je suis en notion base allemand et du coup je me dirige vers d'autres postes pour pouvoir un jour peut-être travailler dans l'un de leurs hôtels. Comme elle, ce matin, ils étaient 125 à passer les entretiens. Leur point commun, ils sont tous accompagnés par le Pôle emploi de Sélestat et par l'Agentur für Arbeit en Allemagne. Sur ces 3 journées organisées en moyenne une fois par an, une matinée est réservée aux demandeurs d'emploi. Une chance pour la structure alsacienne qui diversifie ainsi son offre. À ce jour, 85 candidats ont été accompagnés. Nous, ça nous permet de suivre les personnes, de les préparer et de valider les candidatures et surtout aussi de leur apporter éventuellement ce qui manque. Nous avons organisé en fait des informations collectives, c'est ce que nous appelons des ateliers préparatoires, où nous avons invité des personnes tout au long du mois de décembre et du mois de janvier. Donc nous présentions les postes aux candidats. Et ensuite, les candidats étaient reçus en entretien individuel pour voir quel était leur degré de maîtrise par rapport à la langue allemande, leur envie de travailler au parc. Des cours de langue peuvent même être proposés. Les postes à pourvoir concernent les secteurs de la restauration, des attractions, de la vente ou encore de l'entretien. Et pour le parc aquatique Roulantica, des agents d'accueil, des maîtres nageurs et des opérateurs sont encore recherchés. Il y a des positions, on ne besoin pas une qualification spéciale. C'est par exemple à attraction, on peut apprendre ces postes, ces jobs très vite. C'est très bien pour nous. Nous recherchons des employés français parce que nous avons aussi des clients français. 23% très exactement parmi les 5,7 millions de visiteurs du parc en 2019. Jusqu'à vendredi, environ 600 entretiens seront réalisés avec 50% de candidats français. Et à noter que le parc allemand rouvrira ses portes pour les visiteurs le 28 mars.
Des lycéens dans la peau de parlementaires. Pendant 2 jours, 16 classes françaises et allemandes se sont retrouvées au Parlement européen pour débattre et voter des résolutions. Organisées par Atmo Grand Est, le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg et l'association allemande Sciences et Technologies, le Parlement transfrontalier invite les élèves à s'interroger sur la thématique air, climat, énergie et découvrir le processus de démocratie. Camille Roland. Si l'on n'y prête pas vraiment attention, l'on pourrait croire que l'on assiste à une assemblée générale classique du Parlement européen. Pourtant, en y regardant bien, ce sont des jeunes qui ont remplacé les parlementaires. Pendant 2 jours, 75 élèves de 16 à 18 ans de la région du Rhin supérieur participent à un parlement transfrontalier sur la thématique air, climat, énergie. 5 heures durant, les lycéens bras levés et arguments en poche ont expérimenté le débat. Personnellement, à la place de mettre stopper la publicité, je mettrais plutôt réduire la publicité excessive. Après, l'idée de la jeune demoiselle est très bonne, mais faire une publicité qui pollue pour transformer, etc., ce serait un peu illogique, je trouve. À chaque fois, on nous dit que les enfants n'ont rien à dire pour le futur et que c'est tout le temps les adultes qui choisissent. Nous, là, on peut prendre part enfin à ce qu'on va faire dans le futur parce que c'est nous bientôt qu'on va devenir des adultes. Premièrement, on comprend mieux comment ça se déroule et comment ça s'organise au Parlement européen parce que certes, on en entend parler toujours, on dit que c'est des décisions importantes pour nous et pour notre avenir, mais on ne savait pas vraiment comment ça se passait ni comment c'était à l'intérieur du Parlement même. J'attends surtout l'avis des autres parce que je sais ce que moi je pense, mais ce que les autres pensent, c'est peut-être différent et je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger avec les autres. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour pouvoir donner nos avis, mais pour une fois qu'on peut s'exprimer sur un sujet très sérieux qui nous tient vraiment à cœur, sinon on ne serait pas là. Franchement, c'est une expérience à vivre. Les élèves se sont partagés la tâche en se divisant en 5 commissions sur des thématiques telles que l'agriculture et l'alimentation durable, les transports et l'aménagement urbain ou encore la transition énergétique. Accompagnés de spécialistes et de modérateurs, ils ont préparé des propositions la veille et dans la matinée. Il est maintenant temps de les défendre devant l'Assemblée, avec pour objectif final voter des résolutions. Et enfin, des LED dans les lampadaires. Levez vos petits cartons. Ok, c'est adopté. Je pense que c'est une chance qui est énorme pour eux parce que c'est des sujets, surtout là les sujets des enjeux actuels qui sont très très importants. Tous les élèves en fait devraient avoir la chance de pouvoir visiter ces lieux et prendre partie, être partie aussi des enjeux actuels et de construire le monde de demain. Et les élèves se sont préparés pendant presque 1 an. Après des rencontres et recherches avec leurs enseignants, 5 élèves de chaque classe ont été choisis pour les représenter. Cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg, ce projet transfrontalier a pour enjeu d'initier les jeunes au processus démocratique. Un des intérêts principaux de ce projet est aussi qu'ils voient les processus démocratiques et qu'ils puissent voir eux-mêmes quel est le rôle de la démocratie représentative et de s'y frotter directement avec justement les débats et à quel point cela doit être pointilleux quand on écrit. Aussi vraiment la mise en écriture des résolutions. Que lorsqu'on a une proposition, derrière, il faut vraiment regarder le côté social, le côté économique et tous les impacts que va avoir la proposition sur l'ensemble des citoyens. Et de voir aussi que lorsqu'on n'a pas les mêmes lois de part et d'autre de la frontière, au niveau européen par exemple, c'est encore une couche supplémentaire de complexité. Des LED pour les lampadaires, développer les bornes électriques dans les stations essence ou encore fermer plus rapidement les centrales à charbon en Allemagne. Les résolutions votées ont été remises aux représentants locaux à la fin de la journée. Et le projet ne s'arrête pas là, avec pour ambition des rencontres avec les élus des communes et Eurodistrict. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Revoilà le baromètre des offres d'emploi réalisé par le site Région Job. Et un premier chiffre impressionnant pour le dernier trimestre 2019, une progression de 34% des offres d'emploi au plan national. Mais une situation beaucoup plus contrastée dans notre région. Le Grand Est est bon dernier des 13 régions, avec seulement 8% de hausse, mais reste tout de même 5e région recrutant le plus. Même grand écart pour le Bas-Rhin, dernier département de la région si on examine l'évolution 2018-2019, mais qui reste de très loin le premier département du Grand Est qui concentre à lui tout seul 23% de toutes les offres de la région.
Enfin, l'Eurométropole de Strasbourg reste dans le top 10 des villes françaises et génère 4% de toutes les offres d'emploi françaises. Et voilà pour l'actualité, merci beaucoup Anna. Bonne soirée, on accueille le plateau du soir, Vera et ses invités, Sorna et Guillaume, avec nous Catherine Rongière. On va parler du Forum européen de bioéthique qui est toute la semaine jusqu'à samedi à Strasbourg. Et tout cela, installez-vous, c'est après le temps en Alsace. Célia. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très contente de vous retrouver pour votre point météo de ce jeudi 6 février. C'est une très belle journée en perspective. Comme vous le voyez, un grand soleil prévu sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Quelques petits nuages bas en matinée, mais vraiment rien de bien méchant. Ça aura tendance à s'éclipser tout au long de la journée. Côté Mercure, on est juste sur la ligne des 0 degrés. Entre les gelées et les températures positives, vous le voyez, 0 degrés pour l'ensemble du territoire. L'après-midi, on restera sur un même beau temps, très ensoleillé, avec quelques nuages qui persistent du côté de Karlsruhe. Pour le reste du territoire, vous le voyez, un grand soleil en perspective et des températures qui grimpent en après-midi jusqu'à atteindre 6 degrés du côté de Sarre-Union, Saverne ou encore Colmar et Mulhouse. 5 degrés la minimale, ce sera pour Wissembourg ou encore pour Haguenau. 7 degrés la maximale du territoire alsacien, prévu du côté de Strasbourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de vendredi, avec toujours une très belle journée avec des températures qui resteront stationnaires, 6 à 7 degrés prévus en Alsace. Les températures atteindront 8 degrés dans la région du Bade-Württemberg ainsi que dans le nord de la Suisse. Jeudi, nous serons donc le 6 février et nous fêterons les Gastons. Le soleil se lèvera à 7h52 pour nous dire au revoir à 17h34. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous laisse dès demain en compagnie de Sada. À très vite, salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et on parle ce soir de la 10e édition du Forum européen de bioéthique de Strasbourg avec notre invitée Catherine Rongière. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes chef de service du Centre d'assistance médicale à la procréation. On va parler de bioéthique. Alors la bioéthique, on peut dire que c'est l'éthique et la morale que peuvent soulever les progrès de la science, progrès de la médecine. Et je vais prendre un exemple, puisque vous êtes gynécologue obstétricien, qui est l'avortement. Si la science le rend possible, l'homme doit-il l'utiliser? Et là, on arrive dans la morale. Ça peut être une définition de la bioéthique. Quelle serait votre définition à vous? Moi, je dirais que la bioéthique, c'est plutôt, comment dirais-je, la façon de regarder par le filtre de nos valeurs, plus que de la morale, plutôt de nos valeurs, des situations médicales qui ne sont pas médicales en tant que telles, qui ne sont pas des décisions scientifiques ou des décisions médicales, mais qui sortent un peu du cadre et qui nous amènent à prendre des décisions. Et ces décisions sont prises justement sous le regard de nos propres valeurs. Ainsi, n'importe qui peut avoir une réflexion éthique par rapport à une situation médicale donnée. C'est un gros succès, hein, Salcombe, vous êtes intervenu hier. La raison d'être de ce forum, c'est quoi en fait? C'est de donner des éclairages sur ce qui nous attend dans le futur, des éléments de compréhension, de nous faire réfléchir, c'est quoi? Comment vous le voyez? Déjà, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir réfléchir sur ces questions. Et là, ça n'appartient pas aux scientifiques ou aux médecins particulièrement. Et je pense que c'est très important que tout le monde puisse participer, réfléchir quand même avec des bases de données, je dirais, solides, qui se posent sur des bases solides scientifiques, donc avec des personnes qui sont un petit peu férues de toutes ces questions. Et à l'inverse, il y a des individus de la recherche qui sont invités, anti-PMA, anti-mariage pour tous, etc. Ce qui est en soi, à la rigueur, une bonne chose, ça ouvre le débat aussi. Ça permet à tout le monde de donner son avis, ça permet de discuter. L'idée, c'est de discuter de façon apaisée, de pouvoir partager des idées, de se mettre sur des points de vue différents et peut-être parfois de changer d'avis ou d'attitude par rapport à ce qui est entendu. Alors, le thème cette année, il est très intéressant, Vera, Sorna. Le thème cette année, c'est « Quel humain pour demain ?» Alors voilà, pour les petits jeunes, on ne sait pas encore que vous allez peut-être vivre jusqu'à 131 ans, ça, voilà. Mais la plupart des gens pensent qu'on est né comme on est, c'est-à-dire que voilà, on a un patrimoine génétique, etc. Demain, la science, elle pourrait changer quoi en fait? La science, elle pourrait déjà être préventive, hein, c'est-à-dire nous dire un peu ce qu'on pourrait éventuellement devenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter un certain nombre de choses. Alors on le sait déjà, mais aujourd'hui, il y a quand même des situations un peu différentes. Malgré tout, depuis toujours, hein, la médecine a essayé d'améliorer l'humain.
Aujourd'hui, on ne meurt plus d'une appendicite, on ne meurt plus d'une angine, on ne meurt plus de la tuberculose. Donc on a toujours, de toute façon, amélioré d'une certaine façon l'humain. Quand on se souvient de films comme Bienvenue à Gattaca, film de science-fiction, où on voyait qu'on pouvait enlever le gène cardiaque ou la calvitie chez quelqu'un ou changer la couleur des yeux, ça c'est quelque chose qui est possible à faire aujourd'hui, mais évidemment on n'y est pas, ça touche à l'éthique quelque part. Complètement. Alors il y a des choses qui seront possibles, peut-être sur des gènes qui rendent vraiment malades. La couleur des yeux, ce sera peut-être justement à discuter au niveau éthique sur son intérêt. Et il est vrai que Bienvenue à Gattaca, ça c'est tout à fait mon domaine, hein, c'est dans l'assistance médicale à procréation. On peut faire énormément de choses dans l'assistance médicale à procréation. Donc jusqu'où on va? Est-ce que c'est parce qu'on sait le faire et qu'on peut le faire? Est-ce qu'on le fait? Et toutes ces questions, on en a parlé longuement à différents forums de bioéthique les dernières années. Qui doit contrôler la science, le progrès? C'est les médecins, c'est le politique, c'est les citoyens? Je pense que c'est un ensemble de personnes. On ne peut pas donner ça à un seul type de personnes. Les médecins peuvent apporter un certain éclairage. On est quand même confronté à la vie quotidienne. On est confronté à des gens qui sont confrontés eux-mêmes à des situations très difficiles. Le scientifique va nous amener la technique et le politique, il va nous amener la législation, certes, les finances aussi, parce que économiquement c'est important. Donc je pense que c'est vraiment une décision qu'on doit prendre ensemble, avec aussi un éclairage pour les citoyens. Et les citoyens ont aussi des mots à dire dessus, et c'est vraiment très important de pouvoir partager ça avec eux. Le rôle de médecin, vous êtes médecin, hein. Je rappelle, chef de service d'assistance médicale à la procréation. Si aujourd'hui on pouvait faire naître des enfants, je repense à Bienvenue à Gattaca, qu'évidemment vous avez vu, puisque dans ce film il y a les enfants avant qui sont nés de l'amour physique et les enfants après qui sont nés de la procréation. Si on pouvait enlever des pathologies, le cancer du sein chez la femme, etc., quelle est votre position à vous personnelle en tant que médecin? Je pense que c'est bien, mais faut-il encore correctement l'encadrer pour ne pas partir justement dans des situations qui pourraient être inacceptables, comme justement la couleur des yeux ou le sexe aussi. Oui, c'est ça, de choisir. Et, mais par contre, je pense qu'il y a des choses très importantes à faire et qui vont se faire, je pense. Difficilement, je crois qu'il y a beaucoup de religions aussi qui bloquent un peu un certain nombre de décisions. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à différencier les valeurs de la morale qui souvent est issue de la religion. Voilà, et sur les valeurs et la morale, est-ce que le risque finalement à terme n'est pas que l'humanité est deux vitesses, la médecine des riches qui peuvent se payer le progrès et la médecine des pauvres qui iront dans des hôpitaux et on leur donnera ce qu'il y a, quoi. Alors ça existe déjà un peu quand même. Puisqu'en assistance médicale à la procréation, il y a beaucoup de choses qui sont encore interdites en France. Et donc, seuls ceux qui ont les moyens peuvent le faire à l'extérieur. Et c'est bien pour ça que la nouvelle loi de bioéthique est très importante. Donc, j'espère qu'on va pouvoir accéder aussi à un certain nombre de choses. Et c'est le politique aussi qui va décider. Ceci étant, on peut aussi avoir une participation de chacun. Donc, il y a certainement un juste milieu à trouver entre le tout gratuit ou le tout payant. Mais je pense que cette médecine à deux vitesses, ou en tout cas est déjà existante malheureusement, ça va être difficile de pouvoir faire autrement. Il y aura toujours la possibilité de partir à l'extérieur pour faire des choses qui seront interdites ici. Allez, une petite dernière question. Le forum, je le rappelle, c'est jusqu'à ce samedi. Est-ce qu'il y a une avancée que vous auriez en tête qui est prête aujourd'hui et qui va permettre à l'humain d'être augmenté, mais pas pour la couleur des yeux, on a bien compris, mais pour des choses beaucoup plus louables? Alors pour la couleur des yeux, non. Augmenter, je dirais pas ça, mais je pense qu'aujourd'hui, en génétique, on a fait des progrès immenses. On a des possibilités incroyables. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites en France à ce sujet, ce qui est bien dommage. Et j'espère qu'on pourra un jour y accéder facilement. Bien sûr, encadré. Quand vous dites qu'ils sont, des diagnostics préconceptionnels, par exemple, pour savoir éventuellement quel est le risque d'avoir un enfant qui serait porteur de telle ou telle pathologie, plutôt que de courir derrière pendant la grossesse ou à la naissance. Ça, on sait le faire. On sait le faire. Aujourd'hui, on sait le faire. Alors, ce n'est pas une augmentation, mais c'est peut-être une amélioration. Bien sûr, il faut être attentif à ce qu'on fait et aux choix qu'on fait. Mais et dans ce cas-là, on se heurte à quoi? À nos valeurs ou à la morale? Pourquoi on ne le fait pas? On se heurte à la morale. On se heurte à la peur de l'eugénisme, qui est souvent brandie de façon un peu systématique dès qu'on commence à parler
de choix entre un embryon porteur ou un embryon non porteur. Et pourtant, si on discute ou si on réfléchit individuellement sur ces sujets, est-ce qu'on aurait envie finalement de mettre au monde un enfant malade? Est-ce que voilà. Ouais. Donc c'est compliqué, mais ça se discute et puis ça se discutera encore. Voilà les questions que l'on se pose lorsqu'on va au Forum européen de bioéthique. Vous allez encore y intervenir jusqu'à demain après-midi et vendredi après-midi. Voilà, ne manquez pas Catherine Rongière. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous garde, puisque c'est l'heure aussi maintenant du Vera Lifestyle. C'est parti. Salut à tous, alors vous la connaissez sous le nom de So Taste of Sun, c'est une influenceuse qui a cartonné à Strasbourg, il s'agit de Sorna. Aujourd'hui elle a lancé le projet de sa vie, son bébé, le restaurant Hey Mama avec son mari Guillaume. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous avez voulu un restaurant à votre image, c'est-à-dire? Alors c'est un mélange de food et de culture, donc le food c'est moi forcément et culture c'est monsieur. Et on a créé bien plus qu'un restaurant, on voulait en faire un lieu de vie qui allie du coup nos deux univers à nous deux. Est-ce que votre expérience d'influenceuse a aidé à un moment donné dans cette aventure? Au début, non, pas du tout, mais c'est vrai que pour la com, oui. Mais pour trouver un lieu, monter le projet, etc., non, c'était des brainstorming ensemble à la maison. C'est ça, non, pour les prêts, ça aide pas du tout. Tu peux pas dire au banquier le nombre de followers que tu as, ça marche pas. Ça serait pratique. Qu'est-ce qu'on peut y manger? Alors, qu'est-ce qu'on peut y manger? L'idée, c'est de faire, je propose petit déjeuner, déjeuner brunch, déjà pour commencer, et j'intègre toujours un élément de la gastronomie africaine. Je ne fais pas de la cuisine traditionnelle africaine, c'est toujours, je veux intégrer des ingrédients ou des épices de la gastronomie africaine dans les plats que je propose. Alors vous allez également proposer des animations comme des concerts live. Est-ce que l'objectif finalement c'est de créer un lieu de vie où on va pouvoir passer différents moments de la journée? C'est un peu ça, ouais, c'est le concept. Pardon, comme elle le disait très justement, en fait, elle c'est la partie food, moi c'est plus la partie culture, donc chacun dans sa spécialité. Autour de ça, on organise justement des concerts brunch. Alors c'est des brunchs où on va inviter un artiste de notre réseau à venir performer, faire une petite interlude musicale pendant une vingtaine de minutes. Voilà, ça c'est un concept par exemple, mais au-delà de ça, on peut trouver des activités pour les enfants, pour le mercredi après-midi, on peut trouver le vendredi soir des DJ sets avec des afterwork, des petites planchettes à partager, etc. Une carte qui diffère un peu de la semaine. Le samedi matin, on a du yoga et du renforcement musculaire couplé avec un brunch. Pendant que les gens déjeunent. Voilà. Non, c'est le matin. Ouais, bon, ça, c'est le matin. Ouais, il y en a qui peuvent déjeuner à côté, ouais, effectivement. Et puis voilà, puis il y aura pas mal d'émulsions autour de ce concept-là. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des chroniques radio, il y aura aussi des forums, des débats, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de ne pas être qu'un restaurant. On veut en faire un lieu de vie et d'avoir différentes activités pour pas qu'on soit juste. Il faut faire le service de midi. Voilà. Restaurant, voilà, effectivement. C'est ça. Et la prochaine date à retenir, c'est quoi? C'est ce week-end. C'est dimanche directement. Donc on a une artiste qui vient de Paris qui s'appelle Frida, qui fait dans la néo-soul, jazz, funk, / hip-hop. Enfin bref, c'est assez éclectique. Ouais, elle est très éclectique. Mais c'est grand comment en fait le lieu? On a différentes pièces. C'est pour ça que le yoga c'est dans une pièce séparée. D'accord. C'est pas là où les clients y mangent. Il y a combien de couverts par exemple? On a 56 couverts et répartis dans trois salles. D'accord. Voilà. Les 3 salles ont été pensées vraiment. C'est un changement d'univers à chaque salle, c'est-à-dire elles ont des couleurs différentes, elles ont une atmosphère différente. C'est Alsace, voilà. Sénégal et quoi? Tout à fait. Roumanie. Roumanie, ouais. Mais là, c'est plus, c'est vraiment très hétéroclite. C'est plus à notre image plutôt qu'une nationalité en particulier. Je pense pas que vous arriverez à définir une nationalité. Alors, j'avais quand même envie de mentionner, parce que je pense que vous allez être vraiment précurseur, c'est votre machine à café. Alors, on le verra dans l'émission Grain de sel de Nico. Il l'a testé. C'est quoi en fait? Ça imprime des images on a une machine qui permet d'imprimer ce qu'on veut
sur la mousse de café. Donc, c'est-à-dire, vous venez avec un cappuccino, un latte ou n'importe quelle boisson, même une bière ou un cocktail avec une mousse. Vous pouvez nous envoyer un numéro de téléphone s'il y a quelqu'un qui vous plaît dans la salle. Vous pouvez nous envoyer votre photo, un logo d'Alsace Vin. On peut tout vous imprimer sur votre mousse. Voilà, Catherine, vous irez. Hein. Ça vous a donné envie, en tout cas. Voilà, vous avez plein de raisons, mais en tout cas, rien que pour ça, allez tester. Voilà, magnifique. Hey Mama, autre actu, Vera. Alors, qui a regardé le Super Bowl? Non. Personne. Ah, quand même, vite. T'as regardé? C'est ça la culture, il n'est pas derrière les fourneaux. Alors c'est quand même l'événement le plus important aux États-Unis. Il rassemble plus de 110 millions de spectateurs, donc c'est complètement la folie. Alors même si on ne comprend pas vraiment les règles du jeu, on aime quand même le plus, c'est le show qui est à la mi-temps. Cette année, on a eu la chance de voir Shakira et Jennifer Lopez. C'était vraiment le feu et je vous laisse regarder simplement les images, vous allez voir. Non, elle dansait. Voilà. Voilà, absolument génial, bravo les filles. Show millimétré, en tout cas, ça a duré un petit quart d'heure. Et on termine avec votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur de la semaine, regardez cette photo. Si vous vous demandiez ces derniers temps où était passé le soleil, j'ai la réponse. J'ai découvert cette série de photos sur les réseaux sociaux. On voit en gros une silhouette qui met en cage la boule de feu du soleil couchant. L'illusion est parfaite. Mention spéciale pour la créativité de l'artiste. Magnifique chronique, le Vera Lifestyle que vous retrouvez sur le site internet, sur l'Instagram de Vera. On va vous libérer, Catherine Rongière. On vous verra donc demain au Forum européen de bioéthique. Ça a été un plaisir que vous éclairiez comme ça nos lanternes, en tout cas, sur l'éthique, les valeurs et la morale. À suivre, qui prendra sa place, c'est Phil Umtenstock. Vous voyez ses dessins dans les dernières nouvelles d'Alsace. Ça sera juste après ça. Profession dessinateur de presse. Phil Umtenstock est notre invité. Comment allez-vous, Phil? Ça va. Comment on décide un jour de se dire je vais être dessinateur moi de presse quand je serai grand? On ne décide pas. On décide pas. C'est le dessin de presse qui vient à toi de façon étrange et bizarre parce que j'étais pas programmé pour faire ça, quoi. Et un jour, vous avez vu que vous aviez un j'avais bon le coup de truc. crayon. Voilà, j'avais le truc. Je savais qu'un jour peut-être ça allait m'aider à vivre de ma passion. Et j'ai la chance, ça s'est fait, quoi. Eh ben ça s'est fait. Il y a eu même une belle rencontre puisque Phil vous propose une exposition au Tanzmatten de ses dessins de presse et notamment du groupe Ange. Alors, tiens, la personne qui aime la culture ici, groupe Ange, ça dit quelque chose? Absolument pas. Non. Formidable. C'était le groupe qui faisait 10 000 personnes dans les années 70. Alors, c'est un peu normal, t'étais pas né. Dans les années 70. Et vous les avez rencontrés. Vous êtes depuis 40 ans. On va voir un dessin d'ailleurs de Ange. Vous êtes depuis 40 ans le dessinateur attitré de ce groupe. Ouais, on va dire ça comme ça, oui. Ouais, je les ai rencontrés tout à fait par hasard. C'était en 74. J'avais 20 ans, je venais de nulle part. Les études m'avaient poursuivi sans jamais me rattraper, donc je faisais des vidanges dans un garage. Et j'avais ce coup de crayon, quoi. Et ce coup de crayon me permettait de dessiner des tracts. C'était un espèce d'arrangement que j'avais avec l'organisateur des concerts où je rentrais gratuitement en échange du dessin. C'est le bon plan de l'époque. Alors je voudrais bien que, pour ceux qui ne connaissent pas Ange, on a quelques images, regardez. Alors le chanteur que vous voyez là avec la grosse barbe, c'est Christian Descamps qui était sur le plateau d'Alsace 20 il y a un petit peu plus de 10 jours. C'était à l'époque 10 000 personnes au Palais des Sports de Lyon. Il tournait en Angleterre, au Japon, c'était des potes des Pink Floyd. Et Ange a dit, et j'adore cette phrase, on est le groupe français le plus célèbre à être passé inaperçu. Voilà. Bah, la preuve, c'est qu'ils ne connaissaient pas. Oui, je sais pas, c'est
un désastre médiatique qu'on n'explique pas. Voilà. Je ne sais pas. Et bien, ça sera des dessins à découvrir. Autre forme d'art que vous faites, c'est vraiment le dessin de presse. Regardez ce que nous sort très régulièrement dans les DNA ce monsieur. J'adore ce dessin. C'est le bras tendu, évidemment. C'est le bras du fascisme. Et c'est ce bras tendu aux migrants. Autre dessin, c'est sur l'évolution du journalisme. Ben, il y a ce dessin. Effectivement, il y avait avant on écrivait. Et aujourd'hui, avec Twitter, on fait de la merde. En gros, c'est ce qu'on peut dire en voyant ce dessin, Phil Umtenstock? Oui, il y a de ça, il y a le clin d'œil Twitter, il y a, oui, le journalisme, il a changé, quoi. Est-ce qu'il y a encore du journalisme aujourd'hui avec des vrais journalistes? Est-ce qu'on laisse le temps aux journalistes de faire leur boulot? Je ne suis pas sûr, quoi. Comment vient l'inspiration d'un dessin comme ça? Je ne sais pas. L'inspiration, c'est quelque chose de magique qui vient... on me donne un sujet ou je cherche un sujet... Et l'inspiration est là, c'est comme expliquer comment on fait de la musique. C'est instantané. Ouais, ça. Bon, des fois, faut. Non, pas toujours. Quelquefois, c'est instantané, quelquefois, on rame un petit peu pour trouver l'angle. Mais je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas de méthode. Alors, il y a évidemment, pour vous, un avant et un après Charlie, un avant et un après Cabu, Wolinski. Ah ben, forcément. Ouais, c'est vrai que ça a changé le métier. Maintenant. Charlie, là, ouais, c'est toujours douloureux, quoi. Ce qui est très douloureux aujourd'hui, c'est que le lendemain des attentats, on était tous Charlie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est de moins en moins à être Charlie. En tout cas, on a tous chialé. Et ça, oui. C'est ce dessin exceptionnel. C'est le vrai anagramme, vous l'avez trouvé. Je ne l'avais jamais perçu comme ça. Comment vous êtes tombé sur ce dessin-là, Phil? Ça fait partie des choses inexplicables, quoi. Le lendemain de Charlie, on était tous en train de dessiner pour pas trop y penser, finalement. Et en dessinant ce petit bonhomme, où justement il y avait ce panneau « Je suis Charlie », ça m'a sauté à la gueule, quoi. Je peux pas l'expliquer. J'ai vu Charlie chialer, voilà. Phil Umtenstock, dessinateur de presse, illustrateur de dessins à découvrir au Temps ce matin. Vous avez également son site internet, phil-umtenstock.com. Ça a été un plaisir, Phil. Continuez à nous étonner. Sorna, un petit mot sur ce resto. Donnez-nous, vous avez 15 secondes pour dire il faut venir chez Aïmama. Il faut venir chez Aïmama ce week-end, dimanche. On a un super brunch. Il reste encore quelques places, pas beaucoup. Donc appelez-nous pour essayer d'avoir une place pour ce brunch. Voilà, avec d'excellentes programmations culturelles par Guillaume. C'est comme ça? Exactement. C'est ça. Voilà. Exactement. Et franchement, ça donne envie, votre truc. Hein. Merci beaucoup, Vera. Le Vera Lifestyle, on retrouve sur votre Instagram de plus en plus de followers chaque semaine. Merci à vous. On va vous libérer. On va retrouver une autre Instagrammeuse. Hein, c'est Delphine Vespizer avec votre Alsace et Delphine Vespizer. Et moi, je retrouve évidemment juste après. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Peadhunter et bienvenue à Blessheim. Aujourd'hui, ça va rocker. Alors je ne sais pas si le verbe se dit, mais en tout cas, on va faire la connaissance de Bruno. Lui, ce qu'il aime, c'est le rock'n'roll et c'est en particulier son idole, Elvis Presley. Vous allez le voir, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Santé, ça va et vous? Merci. Waouh. Ah ouais, là directement, Elvis Presley. Tout à fait. Bon, je sais que tu as plein de choses à me raconter. Alors viens. Ah ouais, c'est incroyable, c'est une passion qui prend toutes les pièces et qui prend ton cœur et qui prend ta tête et c'est une vraie passion. Tout à fait, et une âme. Et ça vient de où? En fait, c'est déjà depuis 1977 à la mort d'Elvis. Donc tu avais quel âge? J'avais 7 ans et c'est là où a commencé à naître ma passion du rock'n'roll. Et Elvis, c'était vraiment mon icône, Est-ce que tu as l'impression que Elvis Presley est un peu, par exemple, comme ton ange gardien ou ton ange qui est près de toi? Ou quand tu chantes, est-ce que tu as l'impression que tu perçois des signes de quelque chose? Je ressens, oui, effectivement, je ressens une énergie venant d'ailleurs. Je ne sais pas d'où d'ailleurs, mais c'est vrai que quand je pense à Elvis, ça me donne la force
de faire ce que je fais sur scène. Et quand on essaye quand on chante Elvis Presley, est-ce que le but au niveau vocal est de se rapprocher le maximum de ce que lui faisait par exemple? Ou est-ce qu'on arrive à garder sa propre voix lorsqu'on chante du Elvis Presley par exemple? Ça dépend des chansons. Il y a certaines chansons qui ressemblent beaucoup, oui, effectivement. Et il y en a d'autres où on essaie de mettre notre petit grain, ce qui fait son charme en fait. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui m'ont dit « Waouh, celle-là, Elvis ne la jouait pas comme ça, mais comme tu la joues, c'est pas mal. » Voilà, on essaie d'apporter notre petite touche personnelle, quoi. Exactement. Voilà. Bon, alors là, on en parle, mais j'aimerais vraiment bien t'entendre chanter. Et je sais que donc tu as un endroit en particulier qui te met énormément en valeur et que tu aimerais me montrer. On y va? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Magnifique. Donc c'est ici ton lieu de pèlerinage? Voilà, tout à fait. C'est l'endroit où je me produis parfois avec des amis, des copains musiciens, et on fait des petits concerts. Quelles sont les valeurs ici de l'endroit? Il y a une âme particulière là, on le ressent, c'est très chargé. Ah, tout à fait, c'est une âme, c'est un endroit de convivialité où tout le monde, on fait de très belles rencontres. Ouais. Et alors pour les rencontres, il faut dire, il y a aussi Johnny Hallyday qui est venu ici, quand même. Tout à fait. Bon, mais Elvis Presley, lui, n'est pas venu. Malheureusement, non, il n'a pas eu le temps de venir, quoi. Bon, mais en tout cas, il est bien représenté. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici? C'est à la période à laquelle j'aurais aimé vivre. Waouh. Ouais. Est-ce que tu me ferais bien un petit concert privé? Bien sûr, il n'y a pas de souci. I close my eyes and I count to 10. I hope when they open I see you again. It's true. Just wanna be with you. Voilà. C'est trop beau! Merci. C'était trop mignon. En tout cas, je voulais vraiment te remercier de m'avoir fait partager ce moment dans ton univers, dans cette période qui est la tienne. Et nous, on se dit Morotskut et à bientôt. Bruno, j'aimerais te poser une question. Attends. Ah, je l'avais en tête et elle met... Alors... J'ai demandé qu'est-ce qu'il a de plus, donc là, voilà. Quand est-ce que ça t'est venu? Et place à présent au magazine d'Alsace 20, au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine, avec un focus aujourd'hui sur Rhine Europe Terminal. Moi, je vous dis à demain, 19h. Salut! Vous les avez peut-être déjà vus lors des défilés de carnaval en Allemagne, les fouettards Kirchstore de Bischweier. L'association est connue pour ses masques en bois, pour ses démonstrations de coups de fouet. Cette pratique est devenue un vrai sport auquel s'adonnent les carnavaliers. À quelques jours de leur grande démonstration, ils répètent en défiant les lois de la physique et fendent le mur du son avec leurs fouets. L'important, c'est d'avoir une bonne posture et de l'assurance, de tenir le rythme. Et il faut que le volume sonore reste identique. Il faut alors que tout soit coordonné durant les 30 secondes de performance demandées. Et si tout est respecté, je pense que nous avons de grandes chances d'être titrés. Le fouet se compose d'un manche en bois, le tressage est en chanvre et le plus important est un petit bout de tissu de parachute qui permet le claquement du fouet. Yasmine Hort a participé au dernier championnat face à plus de 300 participants il y a 5 ans et s'en est plutôt bien sortie. C'est la 3e fois que je décroche le titre de vice-championne. L'important, c'est de participer, bien sûr, mais si en plus on peut se hisser sur la première place du podium, c'est encore mieux.
Elle participera donc dans la catégorie des plus de 18 ans. Son passage durera 30 secondes et le fouet ne devra absolument jamais toucher le sol. Le jeune Reich, 11 ans, participera lui aussi au championnat. Muni d'un overboard, il concourt dans la catégorie artistique. Il y a 5 ans, je me suis classé 17e sur 19. Je n'avais commencé ce sport qu'une année auparavant. Je n'ai pas vraiment d'objectif cette année, mais j'aimerais être dans le top 10. Meine Ziele dieses Jahr, ich habe eigentlich keine, aber schön wäre es so unter den Top 10. L'association a le soutien de tout le village dans leur participation au championnat du monde de leur discipline. Et qui sait, peut-être qu'un des membres rentrera avec une médaille d'or autour du cou. C'est le sujet le plus sensible de l'histoire allemande qui a inspiré les élèves de 3 lycées de Karlsruhe, le national-socialisme. Soutenu par les Archives générales de Bade et le Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe, leurs travaux ont donné lieu à une exposition. Quelle place occupe l'histoire en nous? C'est une question qui nous amène à réfléchir, à explorer la relation que j'entretiens avec l'histoire, mais aussi avec mon histoire familiale, et aussi avec ma ville natale, dans ce cas Karlsruhe. Cela peut justement faire le lien pour que les élèves se demandent réellement ce qui s'est passé dans leur ville natale entre 1933 et 1945. In meinem Heimatort hier zwischen 1933 und 1945 gewesen. Il aura fallu 5 ans aux élèves des écoles Bismarck, Goethe et Helmholtz pour finaliser leurs recherches et élaborer l'exposition. Un travail devenu bien plus qu'un simple projet d'étude pour eux. Certains d'entre eux étaient complètement immergés, ils se sont imprégnés par le passé. Cet élan les a poussés à faire beaucoup de travaux supplémentaires. Ils étaient assis ici, dans les archives, pendant des heures, ou fait des recherches supplémentaires à la maison. Le national-socialisme est un sujet difficile à assumer, mais qui fait pourtant partie de l'histoire allemande. Je pense que le national-socialisme est un point de référence pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Nous ne pouvons pas aller de l'avant sans endosser la responsabilité des 12 années de national-socialisme. Les débats politiques de ces derniers mois montrent qu'une culture de la mémoire fait partie intégrante de notre communauté. L'exposition est visible jusqu'au 24 avril aux Archives générales de Bade à Karlsruhe. L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Déplacer par an jusqu'à 400 000 conteneurs de marchandises entre péniches, trains et camions, c'est le métier de Rhein-Europe Terminal, filiale du port autonome de Strasbourg. Alors nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les conteneurs. Nous ne sommes pas censés savoir ce qu'il y a dans les conteneurs, mais dans les faits, ce sont des marchandises qui proviennent d'un petit peu partout, mais beaucoup d'entreprises du secteur. Ils font circuler leurs marchandises dans des conteneurs. Ça peut être des grumes de bois, ça peut être des bobines de papier pour les entreprises locales. Voilà, toutes sortes de marchandises qui peuvent être containerisées. Et évidemment aussi d'autres types de marchandises qu'on appelle les colis lourds, qui sont donc des grandes pièces. Ça peut être des moteurs, ça peut être des rotors, ça peut être des locomotives qui passent, qu'on appelle des convois exceptionnels quand vous les voyez passer par la route et qu'on peut faire passer également par la voie d'eau notamment et qui transitent par nos terminaux. Sur les 2 sites, nous sommes environ une 60aine de personnes. Donc les 2 tiers, ce sont des caristes ou des grutiers et le tiers restant, ce sont des gestionnaires administratifs, ce sont des gateman aussi qui contrôlent les conteneurs à l'entrée. En plus du transbordement lui-même, Rhein-Europe Terminal s'occupe de stocker et réparer les containers sur les 2 sites que compte Strasbourg.
Moi, ce que j'aime, c'est le côté vivant et extrêmement réactif de ce métier. C'est le contact avec nos clients et avec les transporteurs. C'est le fait de contribuer effectivement à ce que des marchandises ne fassent pas des trajets entièrement par la route et passent par ces modes qui sont quand même à développer encore et qui sont en mode de développement, qui sont le fleuve ou qui sont le rail.